tous, c'est Info Soir. Voici les titres de ce jeudi. Près d'1 milliard de dirhams d'investissement pour prévenir des risques de pollution et d'inondation. Sa Majesté le Roi inaugure la station d'épuration des eaux usées de la ville de Fès, un site capable de traiter plus de 155 000 mètres cubes d'eau usée par jour. Marrakech se transforme le temps d'un sommet en capitale mondiale de l'entrepreneuriat. Chefs d'État, grands patrons et jeunes entrepreneurs sont réunis dans la Cité Ocre pour la 5e édition du GES. La cérémonie d'ouverture a été marquée par la lecture d'un message royal adressé aux participants. Une radiographie de la société marocaine et de son évolution. Le groupe tel quel et TNS se sont associés pour établir un baromètre qui analyse les perceptions et le ressenti de la société marocaine dans plusieurs domaines. Nous découvrirons dans cette édition les résultats de ce sondage, des résultats parfois surprenants. À la fin de cette édition, on zoome sur l'actualité culturelle avec la chronique de Samia Halizi qui nous présentera la dernière exposition de Abdelkrim Ouazzani, des œuvres où l'oiseau, symbole de liberté et d'espoir, fait partie intégrante de l'univers de l'artiste. Madame, Monsieur, bonsoir. Un investissement de plus d'1 milliard de dirhams. La station d'épuration des eaux usées de la ville de Fès, inaugurée aujourd'hui par le souverain, est un projet pilote au niveau national et continental. Ce site capable de traiter près de 155 000 mètres cubes d'eau usée par jour permettra l'épuration de tous les rejets liquides de la ville. La réalisation de cette station améliorera les conditions de vie de près de 5 millions d'habitants. Les détails de ce projet dans ce reportage de Yassine Kouindi, Ahmed Amerbouh, commentaire Mehdi Soufiane. La nouvelle station d'épuration des eaux usées de Fès a été réalisée sur une superficie de 14 hectares. Ce projet affiche plusieurs objectifs, notamment l'amélioration de la qualité des eaux de l'Ouatzbou et des conditions de vie et de santé de 5 millions d'habitants vivant en aval du cours d'eau, ainsi que le développement agricole et urbanistique de Fès et de sa région. La station a été inaugurée aujourd'hui par Sa Majesté Mohamed VI. L'impact direct de la station est sur toute la population qui se trouve à l'aval de la ville de Fès, qui avant souffrait de la pollution des eaux qui étaient directement rejetées. C'était des eaux brutes, chargées, polluées, qui étaient directement rejetées dans le milieu naturel. Aujourd'hui, cette station permet d'atténuer le niveau de pollution de ces eaux de plus de 80%. Et donc ça permet à l'ensemble des utilisateurs des eaux de Ouatzbou d'avoir une meilleure qualité des eaux. Plus d'1 milliard de dirhams ont été investis pour la réalisation de ce projet. Les dernières technologies en matière de traitement des eaux usées sont utilisées dans cette station où l'on peut traiter un débit de plus de 155 000 mètres cubes par jour. La station des eaux usées de la ville de Fès est une station à bout activé, dimensionnée pour 1,2 million équivalents habitants. Elle a une capacité de traitement de 155 400 mètres cubes jour, soit à peu près 57 millions de mètres cubes annuellement. La nouvelle station contribuera à une meilleure gestion des ressources en eau et à la protection de l'écosystème dans la région de Fès. Ce projet s'inscrit dans le cadre du programme national d'assainissement liquide et d'épuration des eaux usées lancé en 2005. Cette nouvelle station répond aux standards internationaux et utilise, vous l'avez entendu, les dernières technologies en matière de traitement des eaux usées. Cette réalisation permettra d'améliorer considérablement la qualité des eaux de Ouatzbou, le fleuve le plus important du royaume. Reportage Yassine Kouindi, Ahmed Amerbouh, commentaire Nzamech. C'est l'une des tristes réalités environnementales de la ville de Fès. Le rejet anarchique des déchets qui polluent l'eau de l'Ouatzbou. L'impact écologique de cette pollution est aussi néfaste pour les riverains que pour l'agriculture de la région. L'odeur est tellement forte qu'elle irrite les yeux. Je n'imagine même pas dans quel état l'eau arrive jusqu'au Rab. L'Ouatzbou concentre à lui seul 30% des ressources hydriques du Maroc. Avec son million d'habitants et ses unités industrielles, Fès constitue sa principale source de pollution. C'est une station qui va y avoir un impact positif sur tous les usages à l'aval, notamment pour la production de l'eau potable et également pour l'irrigation des terrains agricoles, que ce soit le long de l'Ouatzbou, que ce soit au niveau de la plaine du Rab. Cette station d'épuration des eaux usées de la ville de Fès va permettre de traiter les rejets des eaux usées de la ville de Fès qui remontent à 150 000 mètres cubes par jour, et qui est allé directement au Ouatzbou, provoquant beaucoup de problèmes au niveau de l'utilisation de ces eaux auparavant, donc notamment l'irrigation et l'abreuvage des animaux. La station d'épuration des eaux usées constitue un projet à double impact écologique. Elle ambitionne de réduire de 80% la pollution de l'Ouatzbou à l'horizon 2030. Elle répond aussi aux normes dites de développement propre et permettra d'éviter l'émission de 150 000 tonnes de CO2 par an.
Autre titre de ce journal, l'ouverture officielle des travaux du 5e sommet mondial de l'entrepreneuriat à Marrakech. La séance d'ouverture de ce brainstorming mondial a été marquée par la présence de nombreux invités de marque, notamment le vice-président américain ou encore les présidents gabonais et guinéens. Sa Majesté Mohamed VI a adressé un message aux participants dont la lecture a été donnée par le chef du gouvernement. Les grandes lignes de ce discours et les réactions les plus marquantes dans ce reportage de Hind Ben Abdinbi, Khalid Njdi et Hicham Chekdel. Liberté, mobilité sociale et prospérité, des valeurs auxquelles aspirent les jeunes entrepreneurs, des espoirs qu'il faut encourager. C'est ce que souligne le souverain dans son message adressé aux participants à la séance d'ouverture du Global Entrepreneurship Summit. Un message lu par le chef du gouvernement et qui revient sur l'importance de promouvoir l'esprit d'entrepreneuriat chez les jeunes Marocains. On ne naît pas entrepreneur, on le devient en s'engageant sur la voie du succès dans un rapport interactif entre l'effort, l'apprentissage et la maîtrise des difficultés. L'entrepreneur est celui qui bouscule les circuits établis et défie le statu quo. Le vice-président américain Joe Biden s'est également exprimé lors de cette séance. Il a réitéré la détermination des États-Unis de renforcer les relations de partenariat avec le Maroc, notamment dans le domaine de l'entrepreneuriat, l'occasion de faire une annonce importante pour la coopération économique maroco-américaine. Le Millennium Challenge Corporation et le Maroc développent des projets communs à travers un financement américain de 50 millions de dollars pour mettre en place des partenariats publics-privés qui visent à faire bénéficier de jeunes Marocains de formation professionnelle qui leur permettront d'être compétitifs au niveau mondial. Également présents lors de cet important conclave, les chefs d'État gabonais et guinéens, Ali Bongo et Alpha Condé, sont revenus sur l'importance de développer l'innovation et les nouvelles technologies en Afrique afin de créer des emplois et de la richesse. L'ouverture au monde, le dynamisme, la propension aux nouvelles technologies sont des atouts indéniables à prendre en compte à travers une éducation entrepreneuriale, des stages professionnalisants et des mesures publiques incitatives. Les savoir-faire sont d'autant d'outils dont l'exploitation à des fins entrepreneuriales générera la création de richesses, mais surtout l'autonomisation de la jeunesse. L'Afrique, par contre, qui a toujours disposé d'une main-d'œuvre abondante et à bon marché, mais pas toujours bien formée, va dorénavant capitaliser sur la nouvelle technologie, l'innovation de l'esprit d'entreprendre pour améliorer son savoir-faire. Le sommet global de l'entrepreneuriat, c'est plus de 3000 participants venus d'une cinquantaine de pays différents. Et pour tous les responsables gouvernementaux présents, le consensus est clair. Il faut absolument promouvoir la culture entrepreneuriale chez les jeunes Africains pour faire face aux défis du XXIe siècle. Il poursuit sa tournée européenne après Paris. C'est à Bruxelles que s'est rendu Driss Liezami pour parler du Forum mondial des droits de l'homme prévu du 27 au 30 novembre à Marrakech également. Cette fois-ci, c'est devant les membres de la sous-commission des droits de l'homme au Parlement européen que le président du CNDH a expliqué les enjeux de cette rencontre et les réformes dans lesquelles le Royaume s'est engagé. Nous avons agi pour le récit. Les avancées en matière de droits de l'homme au Maroc ont été passées en revue devant une partie d'un Parlement européen renouvelé à hauteur de 50%. Driss Liezami a présenté son exposé devant la sous-commission des droits de l'homme. Le président du CNDH tenait aussi à répondre aux interrogations des nouveaux députés. Il faut commencer à les rencontrer, à expliquer ce que nous faisons au Maroc, à répondre aux interrogations et aussi à dire ce que nous sommes en train de faire. Surtout que l'année 2015 se présente au Maroc comme une année d'importantes réformes. Des réformes qui concernent la justice, les droits des femmes, la presse ou encore l'immigration. Les parlementaires européens ont pris connaissance des différents chantiers en cours et ont appelé à les soutenir. Ce que j'ai entendu est très encourageant, les choses progressent, la démocratie ne s'instaure pas en une nuit, elle demande du temps et il existe de multiples formes de démocratie. Conscients de la complexité de tout processus de réforme, notamment en matière de droits de l'homme, les députés du Parlement européen se disent convaincus que le Maroc peut jouer un rôle clé dans la région, car il constitue un exemple réussi de démocratie participative.
Ce sont des recommandations qui seront justement présentées lors du Forum mondial des droits de l'homme la semaine prochaine à Marrakech. Plusieurs associations et organismes œuvrant dans le domaine de l'enfance se sont réunis aujourd'hui à Rabat à l'occasion du lancement de la campagne nationale pour la protection des enfants, un événement organisé conjointement par le ministère de la Solidarité et le bureau de l'UNICEF à Rabat. Reportage Kautar Dahdouh et Aziza Chiben. La représentante de l'UNICEF au Maroc, Regina Dominici, travaille depuis plusieurs mois sur la campagne End Violence pour la protection des enfants. Sa collaboration avec le ministère de la Famille et du Développement social a permis d'adapter cette initiative internationale aux spécificités de la société marocaine. On essaye de créer un mouvement vraiment de la société civile et de toute la communauté, pas voir seulement les institutions, mais aussi les citoyens à côté de ces sujets si importants pour essayer de les sensibiliser avant tout et aussi leur faire comprendre qu'il y a des possibilités, des services qui peuvent accompagner les victimes. Cette campagne s'inscrit dans le cadre de la politique intégrée de protection de l'enfant. Elle traduit les résultats des assises sur l'enfance qui ont eu lieu cette année. Le dialogue autour des droits de l'enfant est en pleine effervescence au Maroc. Au niveau de l'Observatoire national des droits de l'enfant, ce sont les jeunes qui réfléchissent aux mécanismes de protection de cette catégorie sociale. Toutes les composantes de la société marocaine s'activent pour mettre en œuvre la Convention internationale des droits de l'enfant. Cette mobilisation a porté ses fruits. Cela se reflète sur les rapports établis par les organismes onusiens. C'est une occasion magnifique de montrer que le Maroc dirige le débat sur cette question au niveau du monde arabe et de l'Afrique. Il joue le rôle de médiateur entre la nouvelle génération et les centres de prise de décision. Que ce soit à travers le lancement de campagnes de sensibilisation ou l'ouverture de débats entre jeunes des 4 coins du monde, le Maroc ne ménage aucun effort pour protéger les droits de l'enfant. Les recommandations des jeunes marocains sur cette question seront d'ailleurs soumises au modèle de l'Assemblée générale de l'ONU, pas plus tard que la semaine prochaine à Marrakech. Le groupe tel quel et TNS, leader mondial en matière de sondage, se sont associés pour établir un baromètre qui analyse les perceptions et le ressenti de la société marocaine dans plusieurs domaines. Pour réaliser ce sondage, 1000 personnes issues de toutes les régions du Maroc ont été interrogées. À quoi ressemble la société marocaine? Quelles sont ses valeurs et ses aspirations? Éléments de réponse dans ce reportage signé Donia Hachem et Abderrahim Bouhadji. Qu'on se le dise, les Marocains croient en la politique. La participation pour les prochains scrutins municipaux s'annonce d'ailleurs élevée. 69% des sondés ont l'intention de voter, selon TNS, leader mondial en matière de sondage. Des Marocains qui sont optimistes, à en croire cette même source. Près de la moitié des sondés se disent confiants en l'avenir et estiment que leurs enfants connaîtront un meilleur Maroc. En revanche, la corruption reste la principale préoccupation. Les problèmes macroéconomiques tels que les impôts arrivent à la fin. Pour les questions d'ordre social liées au référentiel religieux, les Marocains restent conservateurs. Le sondage révélant quelques surprises. On a été aussi assez surpris par le fait que plus d'un quart des Marocains, enfin des sondés en tout cas, sont pour l'égalité entre les hommes et les femmes en matière d'héritage. Et la proportion monte à 35% quand on regarde du côté des femmes. Le baromètre propose une radiographie de la société marocaine et de son évolution, des perceptions pour mieux se connaître grâce à une méthode dite aléatoire. On a appelé des téléphones portables. Alors les numéros sont générés de manière complètement aléatoire, donc il n'y a aucun contrôle, on ne sait absolument pas qui on va appeler, on génère par l'ordinateur les numéros, c'est l'ordinateur qui appelle, et puis nous on administre le questionnaire. L'avantage de la méthode, c'est qu'on est potentiellement sur tous les Marocains de manière individuelle. Un sondage qui vient tordre le cou à un certain nombre de préjugés dans un Maroc en profonde mutation, ne serait-ce que d'un point de vue démographique. Désormais, plus de la moitié de la population se concentre dans les centres urbains, désertant les zones rurales du pays. C'est l'heure à présent de décrypter l'actualité culturelle avec, comme tous les jeudis, la chronique de Samia Harissi. Samia, bonsoir. Pour commencer, vous nous proposez de découvrir la dernière exposition d'Abdelkrim Ouazzani où il met en scène un drôle d'oiseau. Alors l'oiseau a longtemps fait partie de l'univers de Abdelkrim Ouazzani, qu'il soit sur roue, à nageoire ou à tête d'hippocampe. Le volatile est universellement symbole de liberté. Un thème cher à l'ex-directeur des Beaux-Arts de Tétouan. Il vole où bon lui semble, fait fi des frontières et des océans. Ce qui nous ramène
peine pauvres humains à notre condition plus ou moins mobile, compliquée par les politiques actuelles en matière de migration, d'où l'idée de l'artiste et des organisateurs de l'exposition de réfléchir à une mise en scène très ludique pour parodier les sacro-saints sésames qui ouvrent les portes des citadelles d'Europe et d'ailleurs les visas. Vous allez voir, c'est très amusant, les visas de l'artiste ne mènent nulle part, vers aucun espace-temps, ils vous ouvrent juste des univers oniriques, vous allez tout comprendre, on regarde ce reportage d'Abdallah Etiabia pour en savoir plus et en voir plus, allez-y. C'est jusqu'au 6 décembre la compagnie marocaine des objets et œuvres d'art à Casablanca. Récit Nadia Hamouchi. Artistes, amateurs d'art ou simples visiteurs, dans la file d'attente pour décrocher le visa vers nulle part, les candidats ont le sourire et pour cause. Le préposé au guichet n'est autre que Abdelkrim Ouazzani, artiste humaniste et épris de liberté. Sa dernière exposition intitulée « Partir c'est vivre » est un véritable hymne au voyage sans frontières. C'est un voyage de l'imagination. Parce que quand on voit une œuvre d'art, surtout les médias ne sont pas titrés, les spectateurs ils peuvent faire un voyage là où il veut, parce que chacun il peut voir les choses comme il veut. C'est un sens de liberté, la liberté pas d'expression pour l'artiste, mais la liberté du regard. Parce que quand on met un titre, on limite l'imagination, on dit voilà ce que vous devez voir, voilà la réalité. Et la réalité il n'existe pas. À théorie philosophique, mise en scène ludique, à un personnage ailé à nageoire, à pattes ou à roues, clin d'œil aux inégalités sociales et géographiques autour du voyage. C'est assez représentatif un peu de deux poids deux mesures pour des citoyens occidentaux, des citoyens du tiers-monde qui n'ont pas le même accès à la culture, le voyage, la connaissance, pour tout un tas de raisons qui sont infondées, mais qui sont justifiés par les règles, les lois, les formalités. Et nous venons pour casser un peu ça, ou éroder ça, ou dire que ça ne nous plaît pas. L'exposition est extraordinaire, pas seulement au niveau des peintures et des sculptures, mais c'est nouveau et inédit. À la retraite, après de nombreuses années de bons et loyaux services à la tête de l'école des beaux-arts de Tétouan, Abdelkrim Ouazzani continue à enrichir son petit microcosme d'installations, de sculptures et de peintures colorées et rafraîchissantes. Un conte pictural pour l'enfant qui est en chacun de nous. Marrakech sous le feu des projecteurs, la cité ocre abritera le Festival international du film du 5 au 13 décembre et nous connaissons désormais, Samia, la composition du jury de cette édition 2014. Un jury long métrage prestigieux comme les nombreux autres qui se sont succédés au cours des 13 éditions précédentes du Festival international du film de Marrakech et Ihsen. Après Emir Kusturica, John Boorman et Martin Scorsese, c'est Isabelle Huppert qui présidera le jury long métrage composé par le réalisateur, scénariste et auteur marocain Momin Smihi, le réalisateur, scénariste et producteur indien Ritesh Batra, le français Bertrand Bonello, la française Mélanie Laurent, l'italien Mario Martonnet, le roumain Christian Mungiu et le comédien et réalisateur anglais Alain Rickman. Un mot également, Samia, sur la nuit de la philosophie qui s'ouvre demain à Rabat et samedi à Casablanca. Après la nuit des galeries, place à la nuit de la philosophie dont l'Institut français présentait les grandes lignes cet après-midi à la presse en écho à la journée mondiale de la philosophie célébrée par l'UNESCO le 20 novembre. La nuit des philosophes abordera des thématiques qui prendront ancrage notamment dans le préambule de la Constitution marocaine de 2011 qui rappelle la diversité des héritages culturels du Maroc, langue, parole, identité, les conflits de la mémoire, philosophie et religion, philosophes et artistes. L'universel et les cultures, sujets et citoyens seront les principaux thèmes débattus. Ihsen. Allez, on va prendre des notes maintenant avec vos propositions de sortie pour la semaine prochaine et c'est votre agenda, Samia. Et on commence avec l'exposition d'un grand maître de la peinture marocaine, Abdelhaï Miller, expose à l'heure où je vous parle et jusqu'au 31 décembre à la galerie Bab Rouah à Rabat. Ne ratez pas Souls, spectacle chorégraphique exceptionnel, le 26 novembre au théâtre Mohamed V à Rabat et le 29 novembre à l'Institut français de Casablanca. Abdeslam Karmadi expose du 27 novembre au 27 décembre à la Galerie Nadar à Casablanca. Le festival Humour et Dessin s'invite à l'Institut français de Meknès du 28 au 30 novembre. Et enfin, le groupe Made in Bled se produit à Casa del Arte à Casablanca le 29 novembre. Ihsen. Samia Halissi, on vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle chronique.
Et avant de nous quitter, je vous rappelle l'une des principales informations de ce journal. Un investissement de plus d'1 milliard de dirhams. La station d'épuration des eaux usées de la ville de Fès, inaugurée aujourd'hui par le souverain, est un projet pilote au niveau national et continental. Ce site, capable de traiter près de 155 000 mètres cubes d'eau usée par jour, permettra l'épuration de tous les rejets liquides de la ville. La réalisation de cette station améliorera également les conditions de vie de près de 5 millions d'habitants. La nouvelle station répond aux standards internationaux et utilise les dernières technologies en matière de traitement des eaux usées. C'est la fin de cette édition. L'information se poursuit sur 2M. Le prochain journal El Messaïa vous sera présenté à 21h par Jed Aberden. Quant à moi, j'aurai le plaisir de vous retrouver demain à 20h15. Excellente soirée à tous.